Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien pour cette dernière conférence de la journée. On va vous présenter le métier de data journaliste. On a la chance d'être dans les mêmes locaux que France Bleu, donc d'échanger souvent avec les journalistes. Et donc, l'objectif de cette conférence, qui va durer 25 minutes, eh bien, c'est de vous faire découvrir les outils du data journaliste, vous faire découvrir aussi l'impact des données dans le journalisme et dans les médias en général, et puis d'avoir cette approche citoyenne, de vous faire découvrir des choses et des mouvements qui existent, et vous donner envie de creuser finalement ce sujet, de comprendre d'où viennent vos sources de données, d'où viennent les articles que vous voyez, enfin voilà, d'éveiller un peu les consciences citoyennes. Alors d'abord, on va se présenter. Moi, je suis Guillaume Renaudin, je fais partie de la société Zenica, qui est une ESN, et je suis leader de la practice data pour ce groupe d'environ 500 personnes. Voilà. Et Antoine Bonneau, donc le responsable de l'agence Quai à Nantes. Je travaille avec Guillaume au quotidien. Alors déjà, je vais vous poser une question. Est-ce que ce graphe vous parle? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu? Oui. Ça vient de quoi? Pardon? La première oui, visualisation. Alors, c'est pas la première, on va en voir une autre. Oui. Merci. En fait, Merci. Merci, oui. En discutant avec Antoine, on s'est rendu compte qu'on avait le même centre d'intérêt pour ce data journalisme, et on a essayé de réfléchir à quand a été la prise de conscience. Donc pour nous, elle date de 2015. Ce graphe que vous voyez, ça fait partie d'un graphe beaucoup plus large qui contient à peu près 800 000 nœuds et à peu près 1 million d'arêtes. Et c'est un extrait du graphe qui a permis d'analyser l'affaire des Panama Papers. Donc le titre de la conférence, The Landromat, pour ceux qui se posaient la question, c'est le nom du... Donc ça veut dire blanchisserie en fait, et c'est le nom du film qui a été tourné par Netflix en 2019 sur l'affaire des Panama Papers. Voilà, qui montre de manière très romancée l'histoire de Mossack Fonseca. Donc on va parler un peu de tous les chiffres étonnants de cette affaire. 214 000 sociétés offshore ont été découvertes. Au niveau données, ça représente 2,6 Tera de données. Donc je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, hein, mais ça fait des quantités de données d'un gros SI sur plusieurs dizaines d'années. Et donc ils ont eu tout ça à traiter, 11,5 millions de documents. Et en fait, c'est des documents qui dataient de 1970 jusqu'à 2015. Qui utilisaient ces sociétés offshore? On a découvert que c'était des chefs de gouvernement, des ministres, des personnes parmi les plus riches du monde. Et il y avait 1000 ressortissants français dont les noms sont ressortis dans ces documents. Pour la petite histoire, donc John Doe, qui est resté John Doe jusqu'à présent, puisque même si quelqu'un a été arrêté, on pensait que c'était lui, en fait, il a été relâché, a libéré ses données à un journaliste, Obermeyer, via un mail qui était intitulé Interested in Data. Et donc, ce journaliste a rapidement compris l'ampleur du phénomène auquel il avait affaire et s'est tourné vers un consortium dont vous reparlera par la suite, qui s'appelle l'ICIG. À peu près 370 journalistes répartis dans 76 pays ont participé à cette investigation et à cette fouille de données. Et c'est en 2016 que sont sortis les premiers articles. Très rapidement, s'en est suivi des missions de Premier ministre islandais, ministre de l'Industrie espagnol. En 2017, tous les journalistes dont l'ICIG a reçu le prix Pulitzer pour ce travail de journaliste d'investigation. En France, ça a donné lieu à 26 enquêtes qui ont été menées à partir de 2017. En 2018, Mossack Fonseca, donc qui sont deux avocats d'affaires, Mossack et Fonseca, ont arrêté leur activité. Entre-temps, Mossack avait fait 2 mois de prison. Aujourd'hui, je vous rassure, il va très bien. Il ne peut pas sortir du Panama puisqu'il est sous couvert d'un mandat d'arrêt allemand. Et donc, il n'y a pas d'accord d'extradition. Mais il se porte très bien dans sa ferme au Panama. N'empêche que l'affaire continue puisqu'en 2023, décembre 2023, ils vont être à nouveau entendus pour une plainte contre crime contre l'ordre public économique. Voilà, donc c'est quand même assez important. Alors le journalisme, là-dedans, il a subi pas mal de transformations. Parce qu'avant, pour pouvoir toucher les gens, il fallait écrire un article, il fallait attendre qu'il soit pressé, il fallait attendre le lendemain pour pouvoir avoir une couverture nationale.
Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, les nouvelles vont très très vite. Vous êtes même capable, vous, de retweeter, on va dire, de générer de l'information, qui sont utilisées ensuite par des journalistes d'investigation. Ça arrive que les journalistes utilisent vos vidéos pour commenter un événement, une actualité. C'est aussi utilisé par les journaux d'opinion, donc aussi, on va pas dire manipulé, mais en tout cas, la data va pouvoir être présentée de certaines manières pour pouvoir soutenir une opinion. L'inconvénient dans tout ça, c'est qu'on a beaucoup de fake news, notamment avec l'arrivée de l'IA. On va en parler en fin de conférence. La notion de deepfake. Il y a un sondage Ipsos qui, en 2021, montrait que seuls 16% des Français faisaient confiance à leurs journalistes. Donc il y a un travail énorme que doivent mener tout l'univers des médias et des journalistes pour pouvoir réussir à redonner cette confiance. C'est vrai que le gros enjeu pour eux, c'est effectivement de vérifier cette donnée. Et ça coûte très très cher en fait, de valider qu'une donnée est fiable. Et c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui sur leur métier en fait. Oui, tout à fait. Par analogie, il y a un David McCandless qui tient le blog Information is Beautiful. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, je vous invite à aller voir. C'est vraiment très intéressant, les dataviz qu'il présente. Alors, les dataviz sont des histoires à elles toutes seules. Et il provoque cette analogie de dire que finalement, la dataviz aujourd'hui, c'est presque la nouvelle caméra du reporter. Du data journaliste, puisqu'il lui permet d'avoir un œil, de vous proposer un œil sur des phénomènes d'actualité. Alors qu'est-ce que c'est exactement le data journalisme ? Eh bien en fait, c'est vraiment utiliser la donnée pour mieux informer. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'effectivement, une donnée en tant que telle n'est pas une information. Et le rôle du journaliste, ça va être de vérifier les données, les utiliser, et à travers ça, raconter une histoire selon l'axe éditorial qu'ils vont prendre. Donc vraiment, mieux informer, ça c'est le truc central. On observe aussi depuis qu'il y a de la dataviz ou autre que la personnalisation de l'information finalement permet de mieux sensibiliser les gens sur les causes. Donc c'est vrai qu'on est tout de suite plus touché quand les données, les événements arrivent près de chez nous. On se dit toujours que c'est loin et que ça n'arrive pas de chez nous. Donc leur objectif, c'est aussi de mieux nous informer, mieux sensibiliser, en personnalisant vraiment au mieux l'information. Ce que nous disait un des journalistes chez Radio France, c'est que le site, la page qui marche le mieux, c'est lors des élections municipales ou présidentielles. C'est que les gens, au-delà de savoir qui est président, ils ont envie de savoir dans leur commune qui a voté pour tel et tel président. Et en fait, la personnalisation de l'info, clairement, ça marche très très bien. Et puis enfin, ce qu'on trouve aussi, nous, intéressant, c'est que ça permet d'apporter un contre-pouvoir. On vit dans un État où effectivement il y a une liberté de la presse qui est quand même totale. Eh bien, il y a quand même des investigations, des enquêtes qui sont là pour apporter un autre éclairage, autre chose. Donc c'est aussi l'intérêt des consortiums qu'on vous présentera tout à l'heure. Et puis le côté, effectivement, sensibiliser sur des sujets moins ouverts aux médias. Aujourd'hui, on vous le montrera, il y a énormément de données qui ne sont pas du tout exploitées, en fait, qui n'intéressent personne. Mais on peut quand même faire des articles, aller chercher de l'info sur des sujets un petit peu plus, un peu moins bankable, on va dire. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un process qui est assez simple. L'objectif, à la fin, c'est quand même de raconter une histoire. Et donc, il y a des méthodes qui existent depuis le début même de Univac dans les années 50, une méthode qui s'appelle la méthode CAR, qui consiste comment on utilise l'ordinateur pour analyser les données, nous aider dans le métier de journaliste. Et donc ça part tout simplement, ça on peut le retrouver dans beaucoup de métiers presque, d'une donnée, d'un ensemble de datasets qu'il va falloir filtrer. On va vous montrer quelques outils qui permettent de les visualiser et à la fin de raconter une histoire. Et comme disait Guillaume tout à l'heure, une visualisation finalement n'est pas en tant que telle une information. Chacun, selon sa fenêtre, on peut analyser les données d'une entreprise autour de nous en fait différemment. On le voit bien avec le climat. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'impact du climat et les données, pourtant elles sont là, elles sont données. Mais les gens, à travers des visualisations, ne sont pas d'accord en fait. Et donc on ne parle pas du climat dans notre conf. Voilà. Alors voici un des premiers exemples de ce qu'on peut dire que c'est du data journalisme. Il s'agit de la première édition du Guardian, ça date de 1821. Et en fait, le tableau que vous voyez, qui était présent en dernière page, c'est un tableau de la répartition du nombre d'élèves et des frais de scolarité dans la ville de Manchester.
ça permettait d'appuyer le texte qui est à côté, qui présente les meilleurs quartiers dans lesquels les gens vont aller s'installer plus favorisément quand ils ont de l'argent. Il faut savoir que dans la culture anglo-saxonne, notamment aux États-Unis, c'est très important de cibler des endroits dans lesquels l'éducation est meilleure qu'ailleurs, et ça passe aussi par ce type de visualisation. Voilà. Donc 1821, la première, quelque part, datavis qu'on a trouvée. On trouvait ça intéressant, c'est un exemple qui est assez connu dans la datavis. C'est le Los Angeles Times qui utilise justement la visualisation de données pour expliquer ce qui se passe dans leur ville. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que chaque point rouge représente quelqu'un qui a été tué par balle à Los Angeles. Donc c'est totalement interactif, vous y avez accès. Et la baseline, c'est A Story for Every Victim. Ça permet effectivement de chaque point, on peut savoir qui était la personne, ce qu'elle faisait au moment où elle s'est fait tirer dessus, sa famille, ce qu'elle faisait, etc. Et l'objectif de Los Angeles Times, c'est à travers la datavis, finalement, de sensibiliser les gens sur leur quotidien, sur leur façon de vivre, etc., etc. On a plusieurs, à travers ces exemples, on a plusieurs organismes qui existent et qui sont là justement pour collecter toutes les données, parce qu'un média tout seul ne peut pas tout faire. Et l'objectif, c'est justement d'essayer d'unir les forces pour avoir un travail collaboratif. Ce qui nous parlait, nous, assez bien en tant que développeurs, finalement. On a retrouvé les mêmes outils qu'on peut avoir, notamment l'ICIJ, le consortium dont parlait Guillaume tout à l'heure. Il y a plus de 300 journalistes dans le monde. Vous en avez 6 en France. Il y en a 2 qui font partie du Monde, 2 de Mediapart et 2 indépendants. Alors ça évolue, les gens peuvent rentrer dans le consortium ou pas. Et donc finalement, eux, ils ont une plateforme qui est mise à disposition de tout le monde, où vous pouvez aller tester votre investigation, notamment sur les Lux Papers, les Lux Leaks. Aujourd'hui, il y a une instance de démo qui tourne sur un outil qui s'appelle DataShare. Et donc on peut tout à fait aller consulter tous ces documents-là. Et DataShare, pour qu'on en parle, parce que c'est effectivement un outil qui est open sourcé, il est hébergé sur GitHub, il y a des committeurs fréquents qui améliorent l'outil. Il faut être un peu familiarisé à Docker si vous voulez utiliser l'outil, mais c'est intéressant de voir que le métier de développeur, finalement, arrive aussi dans le métier du journalisme, qui historiquement sont quand même 2 branches très éloignées pendant nos études. Donc l'ICIJ, très intéressant, ils ont même créé un design system pour ceux qui veulent reprendre aussi des éléments et des outils de l'ICIJ. Rapidement, le JC aussi, si le sujet vous intéresse, c'est très intéressant. Il y a énormément de documents, notamment c'est eux qui éditent datajournalist.com. Et donc il y a un handbook pour créer des stories, faire du pitch, énormément de choses autour de la datavis. Il y a le State of Data Journalism qui sort tous les ans. Donc voilà, si ce sujet-là vous intéresse, on vous conseille d'aller vous tourner vers ces organisations-là. Il y a beaucoup d'infos et beaucoup de data qui expliquent comment ça marche. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu des méthodes et puis des consortiums, on va vous parler rapidement des données. Alors la première origine des données, vous vous en doutez, ça va être tout ce qui va être données ouvertes ou open data. Si les plateformes n'ont pas encore mis à disposition la donnée, il est toujours capable de se référer à la loi et d'aller demander aux organismes publics de publier de la donnée. Par contre, il faut être capable d'assumer le fait que ça va être relativement brut, puisqu'ils ne vont pas avoir travaillé sur l'accessibilité. On a bien sûr les leaks, puisque c'est un peu le titre de la conférence. Donc les Panama Papers en font partie. On a évoqué les LuxLeaks. Il y a un site de référence qui s'appelle Wikileaks, qui a été monté par Julian Assange, qui est lui-même un lanceur d'alerte. Donc en parlant des lanceurs d'alerte, on a notamment des plateformes avec des outils open source qui permettent de recueillir en fait les différentes données proposées par les lanceurs d'alerte. Ça provoque aussi, ça leur donne aussi des conseils. Comment rester anonyme, mais comment le journaliste peut vérifier la véracité des données qui sont fournies et pas tomber dans la diffamation. Voilà, donc il y a tout un tas de cadres qui se met en place. Il y a aussi des lois qui commencent à se mettre en place pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est quelque chose qui n'est pas simple à faire dans notre société, mais qui est vraiment important. On l'a évoqué tout à l'heure pour la partie contre-pouvoir. Ça fait partie d'un des leitmotifs des data journalistes. On a aussi tout ce qui est curation, extraction et les archives.
Donc j'en parle, hein, si jamais, comme moi, de temps en temps, vous avez le souvenir d'un site internet ou d'une donnée présente. Vous avez par exemple le Web Archive d'Internet ou autrement dit la Wayback Machine qui vous permet de retrouver le site tel qu'il existait il y a 1, 2, jusqu'à, je crois que ça remonte jusqu'à 2010, 2012, je ne sais plus à peu près. Donc on peut revenir vraiment en arrière sur Internet et récupérer de la donnée et après utiliser des outils d'extraction pour pouvoir la mettre sous forme de tableau ou ce genre de choses. Alors effectivement, on vous a mis en avant datagouv.fr. Je pense qu'au salon de la data, tout le monde connaît ce site-là. On était assez étonné de voir quand même qu'il y a 46 000 jeux de données qui sont accessibles pour tous. Donc il y a vraiment de tous les sujets. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez accès à toutes les applications qui utilisent le jeu de données. Donc en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, vous pouvez aussi contribuer finalement à mettre en avant une application que vous avez faite qui va utiliser tel ou tel jeu de données. Et en fait, ça, quand vous allez sur les datasets du site, eh bien, vous pouvez voir les applications qu'ils utilisent. Donc il y a vraiment de tous les thèmes. Et c'est assez intéressant pour aller se faire sa propre idée d'un sujet. Il y a quand même beaucoup de data qui sont accessibles. Un deuxième site, alors on n'a pas tout mis, et ce sujet-là, vraiment, c'est une pelote de laine quasiment sans fin, on pourrait en parler plusieurs heures. Ça, c'est une initiative du gouvernement, je crois que c'est le ministère de la Culture ou, Enseignement supérieur et de la recherche et l'innovation. Donc là, vous avez, pareil, des jeux de données qui sont accessibles. C'est plutôt des données topographiques, urbanistes, sur l'urbanisme. Enfin, il y a plein de cartes anciennes, énormément de choses. Donc si l'histoire et la data vous passionnent, on vous invite à aller aussi sur ce site-là. Il y a pas mal de choses. Et puis un site web, bon, on en a mis que 3, hein, mais un site web qui est plutôt américain. Ça, c'est une fondation américaine qui a mis ça en place. Vous avez énormément d'extraits de police, de comptes rendus, tout ce qui est tombé dans le domaine public, de la CIA. Enfin, il y a énormément de choses qui sont dedans. Donc, vous pouvez avoir accès à l'image en question. C'est les services secrets qui avaient mis en place des écoutes sur René Coty à l'époque, je crois. Donc, voilà, on peut se perdre des heures hein, là-dedans, c'est clair. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, finalement, il existe énormément d'infos, de data qui sont inexploitées en fait. Ces plateformes-là permettent notamment de partager et d'annoter les documents, donc ce qui facilite aussi la revue après par les pairs lorsqu'il s'agit de revenir sur les sources. Au niveau des outils, on a différents types d'outils. Bien sûr, la donnée que vous allez récolter, alors si elle provient de données open source, open data, elles peuvent être plus ou moins de qualité, plus ou moins vérifiées. Donc vous allez avoir différents types d'outils qui vont être à votre disposition. Bien sûr, les traditionnels, ça va être le tableur, toujours aussi efficace pour découvrir un jeu de données, un petit extrait et voir la forme de vos données, ce qu'elles contiennent réellement. Un survivant, on va dire, de nettoyage, c'est OpenRefine qui permet depuis plus d'une dizaine d'années de faire du nettoyage qui est encore très utilisé au niveau data journalisme, mais pas que. En fait, il permet de faire de l'extraction, comme on disait tout à l'heure, ou encore ce qu'on appelle le scrapping web. Si vous êtes vous avez des velléités un peu plus techniques, vous pouvez vous adosser avec les développeurs. Souvent, les journalistes qui deviennent data analystes ont des limites quand même dans leurs compétences techniques et se reposent sur des gens qui savent développer. Parfois, les journalistes sont d'anciens développeurs. Hein, on l'a vu sur pas mal de profils de journalisme, de data journalistes actuels. Donc, vous aurez Python, Panda, les notebooks, etc., qui vous permettront de faire des analyses. En complément, si vous voulez requêter, vous pouvez faire du SQL ou du SparkQL. Donc SparkQL, c'est notamment utilisé par les gens qui scrapent Wikipédia, ou qui, en tout cas, requêtent sur Wikipédia. SparkQL, ça permet de requêter sur un format qui s'appelle RDF, qui, d'après Tim Berners-Lee, qui est un des pères fondateurs du web, est une technologie essentielle au web sémantique. Et donc, qui permet de faire des recherches, notamment sur Wikipédia. On ne s'arrête pas là pour le data journaliste. Le but, c'est de partager ses sources pour pouvoir justement reproduire des analyses. Aujourd'hui, sur les Panama Papers, il y a encore des découvertes qui sont faites, des recoupements avec d'autres bases de données. Il y a eu depuis les affaires des Paradise Papers, il y a eu Pandora Papers, etc. Donc du coup, il y a encore plein de choses à recouper. Hein. Il y a des gens qui se sont fait rattraper par la patrouille après coup. Et du coup, c'est toujours intéressant de le publier. Et enfin, pour exposer, on en a déjà parlé,
Le design system Murmure de l'ICIG permet de construire des sites, des applications. Et puis vous avez aussi Data Wrapper qui vous permettra de faire de la data vise avec des tableaux, des cartes, ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des données open source. C'est un puits sans fond encore, hein, comme les données ouvertes. Vous avez un GitHub de l'ICIG, github.com/ICIG, où aussi vous avez tous les outils qui sont référencés sur osinframework.com, qui sont ce qu'on appelle les outils liés à l'open source intelligence. Donc on n'en a pas vraiment parlé, mais beaucoup de journalistes se reposent sur ce mouvement, sur cette culture, avec, je crois qu'il y a peut-être 200, 300 outils dans différents domaines. Vous pouvez faire de la recherche par nom, faire de la recherche sur des ordinateurs, sur des IP, enfin des choses comme ça. Voilà quelques initiatives parce qu'il nous reste 5 minutes, même 4. Bon, on en a mis 3 qui sont intéressants. Une initiative de Mediapart qui avait lancé, un journaliste de Mediapart qui a lancé Allo Place Beauvau pendant la crise des Gilets jaunes pour que justement les citoyens puissent recenser les violences policières, donc en fournissant de la data à ce journaliste-là. Bon, comme il expliquait, c'est qu'au bout de 2 ans, en fait, il était tout seul, il a eu du mal à embarquer du monde avec lui. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui remontait une info, lui devait la vérifier, peut-être pas toujours aller sur le terrain, mais en tout cas essayer de savoir si elle était vraie ou pas. Donc on voit bien là l'enjeu de leur métier, hein, de pouvoir vérifier rapidement avec la qualité qu'on attend. Et puis nosdéputés.fr, si vous ne connaissez pas, c'est intéressant de voir l'actualité de ce qui se passe à l'Assemblée nationale en live. Et puis Covid Tracker, donc un petit jeune développeur qui avait lancé ça, qui avait fait le buzz à l'époque. Sur les autres. Alors, sur Covid Tracker, pour la petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est que tous les Français se sont retrouvés en face à cette visualisation. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase en anglais, flatten the curve. Donc le but, c'était qu'en fait, on vous donnait des objectifs qui étaient de modifier cette data vise, puisqu'on cherchait à vouloir agir sur cette courbe. Et c'était vraiment très parlant, puisqu'on vous donnait une data vise, on vous disait chaque jour, regardez la courbe là, vous êtes en train de l'aplatir, donc nos hôpitaux sont soulagés, etc. Donc il y avait vraiment un retour, un vrai feedback sur cette data vise. On l'a dit, je vais aller très très vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais l'idée c'est de fact-checker le plus possible, y compris vous, lorsque vous recevez de l'information, lorsque vous la relayez. On est un vecteur de transmission d'informations, mais il faut aussi prendre conscience qu'on a un pouvoir là-dedans. Donc il y a j'en ai cité 6, je vais juste focaliser sur Captain Fact. Captain Fact, ça permet de visualiser des vidéos et d'apporter des commentaires directement sur ce que chacun des interviewés et intervieweurs a dit dans la vidéo. Donc la dernière vidéo de Hugo Décrypte avec Emmanuel Macron est sur Captain Fact. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Je vous invite à aller regarder un petit peu tout ce qui a été dit. Et Tournesol, c'est une initiative qui a été lancée par un universitaire, professeur à l'École Polytechnique de Lausanne. C'est une initiative participative qui permet de noter du contenu multimédia, d'apporter des métadonnées sur ce contenu multimédia, donc de créer des métadonnées. Et en fait, l'idée derrière, on a discuté avec des journalistes. Ce qui manque aujourd'hui en fait, au journalisme, c'est un peu un indicateur de qualité. Un peu comme aujourd'hui, vous avez le Nutri-Score sur les produits alimentaires. L'idée, c'est qu'avec toutes ces métadonnées, on va pouvoir finalement provoquer, en tout cas, une espèce d'éveil chez les informés, hein, sur les gens qui reçoivent l'information, et chez les citoyens. Donc voilà, un indicateur de qualité qui permettra de vérifier si la source de données et si l'information que vous recevez, elle est plus ou moins fiable. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que sur une rédaction, ils ont à peu près 10% des journalistes qui sont formés au numérique et 5% de ces 10% sont formés au data journalisme. Donc en fait, il y a un vrai enjeu derrière pour eux d'appréhender l'IA. Voilà. Ils savent que de toute façon, aujourd'hui avec les IA génératives, ils utilisaient certains algos déjà pour générer du contenu, mais clairement, ils peuvent très très vite se faire dépasser. En tout cas, ceux qu'on a pu interviewer, ils sont plutôt d'accord pour dire qu'ils ont un peu loupé le virage Internet, qui a complètement cassé le modèle de la presse papier notamment. Et donc, ils veulent effectivement se rattraper avec l'IA, plutôt la voir comme un outil qui va les aider à analyser encore plus de documents, aller plus loin dans les enquêtes, et justement pas se laisser submerger par ça.
On a, je ne sais plus exactement la stat, mais il y a un certain nombre d'entre nous qui partageons des infos juste parce qu'on a lu le titre, sans vraiment regarder l'article à l'intérieur. Je vois certaines personnes qui sourient en se disant « mince, j'ai fait ça aussi ». Moi aussi, je l'ai fait. Et en fait, clairement, voilà, l'idée, c'est aussi de trouver, de vous partager quelques sites qui permettent aussi de peut-être creuser et de se dire « bon, on participe tous quelque part des fois à diffuser des fake news ». Juste une petite démo pour terminer. 30 secondes, ça va aller très vite. 10 secondes. Comment parler à une intelligence artificielle. Donc, c'est une initiative de journalistes. Hein, donc, pour vous dire qu'ils prennent vraiment le pas sur l'IA générative. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez provoquer des débats. Donc, nous, on en a sélectionné un sur la page d'accueil. C'est le Washington Post qui fait ça. Donc, c'est un débat sur la légalisation de la marijuana. Donc vous pouvez parler avec le chatbot qui vous prépare en fait ce qu'on appelle un prompt qui va en fait initier la conversation. Puis vous allez pouvoir lui parler en lui donnant vos points de vue. Mais ce qui est intéressant aussi surtout, c'est que vous pouvez jouer à prétendre être une personnalité. Et là, dans les personnalités, c'est assez rigolo parce que là, le journaliste a bien sûr choisi des extrêmes. Vous pouvez prétendre être Snoop Dogg. Donc voilà, vous pouvez imaginer le point de vue de Snoop Dogg sur la légalisation de la marijuana. Vous pouvez aussi être Rudy Giuliani. Donc vous pouvez imaginer aussi un autre point de vue, peut-être extrême. Voilà, donc on a vraiment, nous, on a trouvé ça génial parce qu'on se dit, ah, là, il y a un vrai réveil des journalistes. Il y a une vraie utilisation intelligente de l'IA générative. Qui va informer les gens tout en les amusant. Donc voilà, tous les bénéfices. C'est fini pour cette conf. Alors je vais essayer de revenir. Merci. S'il y a des questions, ça sera après le temps imparti, puisqu'on a déjà dépassé. Excusez-nous, on va juste reciter l'ensemble des partenaires et sponsors qui permettent de créer cet événement. Et ça de manière gratuite. Donc merci à eux. Oui, un grand merci à tous les sponsors. Merci beaucoup. J'espère que la journée vous a plu. Vous avez fini pas endormi. Et pour info, on sera également au DevFest sur une conf qui dure 55 minutes, la même, mais avec les démos et un petit peu plus long. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.